les indicateurs qui enregistrent les faits de délinquance sont en baisse. C'est le résultat d'une mobilisation exceptionnelle des forces de l'ordre, des communes et des associations de prévention de lutte contre la délinquance. Résumé, analyse de Linda Kayarsi seront suivies de l'intervention du préfet Jacques Billan. Et les premières solidarités se mettent en place à Goyave. 2 jeunes adventistes ont décidé de se mobiliser pour venir en aide à la population. Une pollution de l'eau qui continue à faire polémique. Où en est le dossier? Maître Harry Durimel, avocat de la commune, nous apportera son éclairage. Et la campagne sucrière s'annonçait belle, mais hélas, il fallait compter avec les pluies qui ont littéralement compromis la richesse de cette année. Les taux sont faibles dans tous les bassins caniers de l'archipel et de Marie-Galante. Un appauvrissement des planteurs pourrait suivre cette récolte. Et les premiers vacanciers, les juilletistes, sont arrivés sur nos plages et aux abords de nos rivières. Ces vacances au pays marquent pour certains la réalisation d'un rêve caressé pendant plusieurs années et ils entendent bien en profiter. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous retrouver. Après une année marquée par de nombreux cas de violence, les chiffres de la délinquance du premier trimestre de l'année 2017 sont en nette amélioration. La préfecture a dévoilé hier les nouvelles données. Les vols avec violence ont baissé de 36%, moins 22% pour les cambriolages. Le détail avec Linda Kayarsi. Tout d'abord, premier constat, pratiquement tous les indicateurs sont en baisse. Les atteintes aux biens ont baissé de façon significative, 6 068 contre 6 948 en juin 2016. Les vols avec violence affichent une diminution également importante, moins 35,8%. En ce qui concerne les vols à main armée, ils baissent pour la première fois cette année avec 203 faits contre 212 l'an dernier. Dans le détail, les vols à main armée avec arme blanche diminuent très fortement avec moins 58,3%, soit 90 faits contre 216 fin juin 2016. Quant au cambriolage, même tendance, ils fléchissent très fortement en volume, moins 370 faits, soit une baisse de 22,2% pour le département. Les vols liés à l'automobile et aux 2 roues à moteur sont en légère hausse sur ces 6 premiers mois, plus 1,8%, même si leur niveau reste inférieur à celui de 2015. Les atteintes volontaires à l'intégrité physique sont aussi en baisse de 508 faits sur la période en comparaison avec 2016. La stratégie d'occupation renforcée de la ZSP a porté ses fruits et a permis d'infléchir la montée de la délinquance en zone police et d'augmenter la performance d'élucidation avec un taux passé de 31 à près de 47%. Dans la lutte contre l'immigration irrégulière, pour les 6 premiers mois de l'année, les indicateurs de lutte sont quasi stables s'agissant des étrangers en situation irrégulière, puisque 658 ECI étaient interpellés contre 665 sur la même période en 2016 en Guadeloupe. Enfin, en termes de sécurité routière, en dehors d'un mois de mai 2017 très meurtrier, avec 7 tués, les 6 premiers mois de l'année 2017 ont été marqués par une baisse du nombre de tués par rapport au premier semestre 2016, avec un cumul de 17 tués contre 34 fin juin 2016, soit une baisse de 50%. Ce sont 17 vies qui ont été ainsi épargnées sur les routes de Guadeloupe. Une baisse significative de la délinquance, particulièrement saluée par le préfet, qui participait cet après-midi à la réunion du Conseil de prévention de la délinquance de la commune de Lamentin. On écoute d'ailleurs sa réaction recueillie par Patrick Curie et Moïse Dexter. Les résultats sont plutôt positifs. Nous sommes engagés dans une dynamique positive depuis la fin de l'année 2016 et on assiste à une baisse je dirais, importante des vols avec violence, une baisse, je dirais, également des atteintes aux biens. Ce sont des baisses de plus de 20%, je dirais, par rapport à la même époque l'an dernier. Et je crois que ça, c'est dû à l'engagement important des forces de sécurité sur le terrain, la police, la gendarmerie, mais c'est le résultat, la dynamique engagée avec les élus, et c'est tout le sens du Conseil local de sécurité de prévention de la délinquance. Cette action, stratégie d'occupation du terrain, capacité d'investigation accrue pour mettre hors d'état de nuire le plus vite possible les auteurs des faits délictueux et partenariat dynamique avec les élus, eh bien ce sont ces 3 éléments qui permettent aujourd'hui d'avoir cette dynamique positive en matière de lutte contre la délinquance. Pour autant, il faut continuer nos efforts. Rien n'est gagné sur le front de la sécurité. Il faut savoir se remettre en cause et c'est ce qu'on fait tous les jours avec les forces de sécurité et nous poursuivrons donc notre engagement
au service des Guadeloupéens pour qu'ils puissent vivre dans la plus grande sécurité possible. C'est notre priorité. Et l'appel à la solidarité lancé par le maire de Goyave, Ferdi Louisi, commence à être entendu. Ce matin, ce sont les jeunes mobilisés très tôt ce matin devant le hall des sports de la ville pour venir en aide à la population de Goyave, victime d'une pollution de l'eau potable. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. L'appel à la solidarité de Ferdi Louisi a été entendu. La communauté adventiste de Guadeloupe a mobilisé pas moins d'une vingtaine de personnes ce matin dès 7h30 pour venir en aide aux employés du service technique dans le cadre de la distribution des bouteilles d'eau. Lundi matin, nous avons appelé la mairie de Goyave pour leur dire que nous sommes à disposition. Les jeunes sont en vacances actuellement et pour ceux qui sont en vacances, venir ici, c'est un plaisir d'être au service. On a un camion de 15 tonnes, 2 camions de 3 tonnes 5, un pick-up et une camionnette que les adventistes a mis à notre disposition. À raison de 2 livraisons par semaine, de 6 packs d'eau par famille, cette aide est la bienvenue. Les équipes formées de 3 agents et de 3 jeunes adventistes ont parcouru le territoire à la rencontre des personnes dont l'eau est impropre à la consommation. En priorité les secteurs de Budan, Rosemar-Toto et Cité Caraïbes, une belle preuve de solidarité. Si ça venait à s'aggraver, ce serait autre chose. S'il ne fallait pas se baigner, il ne fallait pas laver la vaisselle, ce serait autre chose. Mais bon, pour le moment, c'est pas que ça suffit largement. Les gens étaient très accueillants, donc les gens aussi posaient des questions parce qu'ils voulaient savoir un petit peu plus sur leur situation. Et le fait de leur apporter cette bouteille d'eau, en fait, ils se sentaient quand même bien. Il y avait le sourire, le bonjour. Et en retour aussi, je leur donnais toujours une parole d'encouragement pour qu'ils tiennent bon, en fait. Les jeunes ont contribué à la distribution de l'eau, mais aussi à l'enregistrement des livraisons. Prochaine tournée vendredi, ils sont prêts à revenir et pour cause. C'est on met qu'à laver l'autre. Donc aujourd'hui c'est Goyave, demain ça peut être nous aussi. Donc être solidaire, c'est ce qui fait que la Guadeloupe avance. Et pour aller plus loin concernant ce scandale de l'eau à Goyave, l'avocat de la commune nous a rejoint sur ce plateau, Maître Harry Durimel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit, vous êtes l'avocat de la commune, mais également du maire, d'un collectif finalement, pour qu'on fasse à ce scandale de l'eau. Où en est la procédure aujourd'hui? Le maire avait décidé de porter plainte contre X pour empoisonnement. Bien, avant de porter plainte, j'ai conseillé au maire de procéder par une requête aux fins de désignation d'un expert, puisque nous avons de bonnes raisons de douter de la célérité et de l'efficacité des examens qui ont été pratiqués en amont, puisque c'est un citoyen qui, une fois contaminé, a révélé que l'eau qui se consommait, en toute ignorance, était polluée. Donc le maire veut savoir à qui la faute, à l'origine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir, puisque à Goyave, on a déjà connu des épisodes de pollution aux hydrocarbures, et à ce que je sache, même si le maire a la compétence de police en matière de salubrité et de sécurité, il n'empêche que la mairie ne produit pas d'hydrocarbures. Maître Durimel, cette affaire a été révélée au grand public le 29 juin dernier, nous sommes le 4 juillet. Est-ce que l'enquête a avancé depuis? Avons-nous d'autres informations? Le préfet tente de rassurer le maire en disant que l'ARS procède aux différentes investigations qui s'imposent. N'empêche que l'ARS avait en charge, en amont, la vérification de la potabilité de l'eau. Et c'est en vertu des analyses auxquelles l'ARS est astreinte, en vertu de l'article L1321-1 du Code de la santé, qui prévoit que toute personne qui met à disposition du public de l'eau à titre onéreux ou à titre gratuit doit s'assurer que cette eau est potable. Et pour vérifier cette potabilité, pour vérifier que l'eau remplit les conditions de potabilité, c'est l'ARS qui nous rassure. Et là, on voit bien qu'il y a une défaillance quelque part, puisque c'est un citoyen qui, une fois malade, a été voir son médecin qui lui a dit « Attention, il y a de l'hélicobactère dans l'air ». Cela signifie-t-il que, justement, l'Agence régionale de santé pourrait être poursuivie dans cette affaire? Mais de toute façon, l'expertise que nous demandons au tribunal administratif d'ordonner permettra de cerner les responsabilités. Nous ne pouvons demander au juge de désigner un expert et déjà anticiper sur les résultats de l'expertise. Mais il va de soi que selon le principe pollueur-payeur, le pollueur paiera, et ceux qui auront failli dans leur mission de service public qui consisterait à prévenir ce genre de pollution auront aussi à en répondre.
Nous l'avons vu tout à l'heure, la solidarité s'organise. On a vu de jeunes adventistes porter main forte aux habitants de Goyave. La semaine dernière, c'était la région qui livrait 1344 packs de bouteilles d'eau. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand vont-ils rester? Comment vivent-ils cette situation, les habitants de Goyave, des communes, des quartiers concernés? Moi, j'ai été sollicité dans un premier temps par des citoyens angoissés qui se demandaient depuis quand ils consomment de l'eau hydrocarburée, puisque nous mangeons du chlordécone. À Goyave, ils mangent des produits qui sont parfois déjà contaminés. Là, ils boivent de l'eau aux hydrocarbures. On peut comprendre l'angoisse, l'anxiété que ça génère pour ces habitants. Et ce bel exercice de solidarité auquel on assiste ne peut occulter une défaillance patente en amont, parce que on a dû se résigner à boire de l'eau aux hydrocarbures. Et quand on entend ça, on a envie de se demander, nous qui sommes dans les autres communes, mais que buvons-nous? Qui peut nous garantir que l'eau que nous buvons est effectivement de bonne qualité? Maître Durmel, on le voit, les hommes politiques ont un peu de mal à se dépatouiller dans cette histoire. Le maire Ferdi Louisier a accusé le président de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre de ne pas avoir mesuré la gravité des faits. Jocelyn Sapoti qui répond au maire de Goyave en expliquant qu'il accuse de vouloir se défaire de cette affaire, d'une certaine déresponsabilisation. Quel est votre avis là-dessus? Moi, je pense que le maire, il a la responsabilité de la police, de la salubrité, de la sécurité dans sa commune. Mais le maire n'est pas l'instance qui produit et distribue l'eau. C'est le SIAG qui a pour mission la distribution, l'assainissement de l'eau et l'assainissement des réseaux. Donc, on ne peut pas déjà dire que le maire essaie de se décharger de sa responsabilité. Je peux comprendre son angoisse, puisque je l'ai rencontré à l'occasion d'une réunion où il avait rassemblé la population pour faire face à cette pollution grave. Et donc on peut comprendre le désarroi d'un maire qui, plus de 10 jours après, parce on l'a rendu public le 29, mais cela fait déjà près d'une quinzaine de jours qu'on n'arrive pas à identifier l'origine de cette pollution et la durée prévisible de cette contamination. Donc on peut comprendre ce désarroi. Par contre, je trouve indécent que sur un sujet aussi grave, que les hommes politiques, les responsables, viennent ajouter à la panique de la déraison. Car c'est de la déraison que de polluer sur une eau empoisonnée. Maître Durmel, là je m'adresse à l'homme politique que vous êtes. Vous avez créé votre propre mouvement Rêve Guadeloupe, rassemblement écologiste et volontariste. Il y a une actualité du jour, c'est le discours du Premier ministre Édouard Philippe, son discours de politique générale. Il a évoqué les Outre-mer comme une chance, une richesse, je le cite, un défi, et émis l'idée justement de supprimer certaines niches fiscales. Vous, quel est votre avis? Bon, supprimer les niches fiscales, si elles sont inopérantes, si elles ne servent qu'à provoquer de la richesse qui est après délocalisée et transférée dans d'autres paradis fiscaux, je veux bien, mais pour déjà d'emblée dire qu'on va supprimer des niches fiscales, en même temps dire qu'on a une chance, cela laisse sous-entendre qu'on continue à nous considérer un peu comme les danseuses de la France, alors que je suis plutôt heureux d'entendre dire, du point de vue d'un ministre, qu'enfin on reconnaît que nous avons des richesses. Enfin, on reconnaît qu'en signant le traité de Paris, où on a promis au reste du monde de promouvoir les énergies renouvelables, eh bien, on a implicitement reconnu que ces énergies, ces ressources-là, sont chez nous. Et donc, les Outre-mer sont enfin reconnus, non pas comme des danseuses, mais comme une chance pour la République. J'espère que c'est au-delà du mot, au-delà de la com, que ce sera un vrai engagement. Et j'ai cru comprendre qu'il parlait d'états généraux. Donc, j'espère qu'à cette occasion... Les assises de l'Outre-mer. Les assises de l'Outre-mer. Eh bien, j'espère que nous allons, nous, Domiens, nous, Guadeloupéens plus particulièrement, puisque je ne crois pas qu'il y ait une identité domienne. Il y a tellement d'Outre-mer qui n'ont de lien que la colonisation française. Mais au niveau de notre pays, Guadeloupe, c'est à nous qu'il appartient d'animer ces assises, de poser la réflexion de... Quels sont les possibles pour nous, avec les richesses que nous avons, avec les normes qui s'imposent? Merci d'avoir accepté de répondre. C'est un vaste sujet, qui mériterait qu'on s'y étende un peu plus, oui, comme vous voudrez. Vous avez tout à fait raison. Nous poursuivons ce journal avec le bilan de la campagne sucrière 2017. Je suppose que c'est une question qui vous intéresse aussi. Cette saison pourrait bien être catastrophique à cause des intempéries qui ont considérablement diminué la richesse de la canne. On regarde les explications de Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. Les estimations seraient revues à la baisse à quelques jours de la fin de la récolte jugée difficile cette année.
l'optimisme n'est pas au rendez-vous. Puisque Dame Nature ne nous a pas été favorable et nous avons eu beaucoup de pluie et qui a gêné aussi bien les planteurs, les opérateurs de coupe et les sucreries et les distilleries également. Que ce soit à Marie-Galante ou sur la Guadeloupe, nous ne sommes pas épargnés, ce qui fait que les richesses, elles chutent, mais également il y a beaucoup de casse de matériel à tous les niveaux. Selon les premières informations, Marie-Galante enregistrerait entre 105 et 110 000 tonnes de canne, Gardel autour de 560 000 et l'ensemble des distilleries 80 000 tonnes. C'est peu par rapport aux prévisions. C'est mieux en termes de tonnage de canne, c'est mieux que l'an dernier, mais en termes de richesse saccharine, c'est moins bien. Une année décisive pour la filière. Les acteurs vont entrer en négociation dans le cadre du volet B de la Convention 2016-2022 avec la suppression des quotas sucriers à partir du 1er octobre 2017. Et le comité de liaison déterminera dès demain la date de la fin de la campagne sucrière 2017. Un autre bilan, mais cette fois positif, celui de la collecte régionale. Du 9 et 10 juin dernier, plus de 40 000 tonnes de denrées alimentaires et produits d'hygiène ont été collectés. C'est beaucoup plus que l'an passé, où la collecte régionale avait permis de récolter 33 tonnes de denrées. Elles seront distribuées intégralement tout au long de l'année au niveau local pour faire face à une demande grandissante des familles dans le besoin, a précisé la Banque alimentaire. Et puis voici les précisions que nous avons obtenues de la Banque alimentaire. Restez avec nous dans un instant. L'île de Marie-Galante envahie par les sargasses et puis eux sont contents d'être au pays. Rencontre avec les premiers vacanciers du mois de juillet. Mais avant, des nappes géantes de sargasses ont recouvert les plages paradisiaques de Marie-Galante, notamment celle de la commune de Capesterre. Une situation qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour les commerçants. Reportage de notre envoyée sur place, Isabelle Abou. Nous sommes à Capesterre, la commune de l'île la plus touchée par les algues sargasses. C'est tout le littoral qui est envahi, impactant l'activité économique de certaines entreprises, notamment celle-ci, très connue sur l'île, alliant bungalow et restauration. La clientèle n'a pour seul paysage que cette montagne de sargasses. On se retrouve dans les mêmes problèmes de 2015. C'est vrai que il y a du déplant qui ont été mis, mais les retours, effectivement, on les a pas eus. Parce que derrière, quand vous avez changé toutes vos clims, vos frigos, donc c'est que ça a quand même une conséquence financière sur votre activité. Et derrière, on n'a jamais eu d'aide, de remboursement sur ces pertes, en fait. Les clients ont tendance un peu à déserter. Donc je pense qu'actuellement, c'est vraiment un problème à prendre à bras le corps. Les solutions, je pense que par rapport à 2015, on les a connues. Du côté du bourg, le port de pêche est envahi. Ici se manifestent des odeurs nauséabondes qui peuvent être très toxiques pour l'homme. Et pour cause, tous les jours, cet agent de l'ARS prélève les mesures du gaz provenant des algues sargasses. Il y a des mesures qu'il ne faut pas que ça dépasse pour que l'air soit respirable, pour que ça ne soit pas dangereux pour l'être humain. Donc là, aujourd'hui, nous sommes à 0 sec, donc c'est pas trop dangereux. Mais par contre, si ça dépasse sec, là, ça devient dangereux. Voilà. Donc j'ai deux mesures. Il y a la F2S. Avec cet appareil-là, et là c'est l'ammoniac, le NH3. Donc je fais 2 mesures tous les jours. Voilà. Une situation qui ne laisse pas indifférente le maire de Capesterre, en attente de moyens matériels depuis 2 ans pour limiter l'arrivée des algues. Certaines promesses qui avaient été faites jusqu'ici n'ont pas été tenues je dis bien en totalité. On nous avait promis un barrage flottant au large de façon à repousser les sargasses et les faire aller ailleurs, pour protéger le port de pêche de Capesterre, le littoral de Capesterre, puisqu'il y a quand même des gens qui travaillent de ce côté-là. Et jusqu'ici, nous attendons ce barrage flottant. On nous avait promis des moyens, des engins conséquents, appropriés pour... Je demande au service de l'État de nous aider. J'ai eu le sous-préfet ce matin qui demande de lui faire un état des lieux et également aussi la liste de nos besoins. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, on aura quand même des résultats de façon à nous permettre d'avoir un peu d'espoir et que si on ne peut pas repousser... Mais voyez un peu, c'est une catastrophe. L'homme est impuissant devant. Moi, je suis impuissante devant ça. Si l'année dernière, une convention régionale avait pu être signée pour venir en aide aux entreprises touchées par les sargasses, aujourd'hui, elles sont nombreuses à attendre le renouvellement de celle-ci. Et en Guyane, quelques 700 élèves de 3e seraient toujours à la recherche d'une place en classe de seconde. Ils seraient victimes du manque d'établissements selon les estimations du syndicat SE-UNSA.
Il s'agirait plutôt d'une question de temps, selon l'Académie. Les précisions d'Yvan Lemar. Dans cette projection, ce sont surtout les élèves voulant des lycées professionnels qui sont touchés. Pour ces jeunes non affectés au premier tour, des solutions par défaut peuvent être envisagées. Pour les plus jeunes, le redoublement est proposé généralement dans les établissements. Et pour les autres, il y a ce qu'on appelle le deuxième tour qui se fait après avoir rencontré l'ensemble des familles. Les psychologues rencontrent les familles avec les chefs d'établissement et leur proposent des filières qui n'auront pas été prises. Donc on regarde les places disponibles dans chaque établissement, la plupart du temps en lycée professionnel, et on réoriente les élèves. Donc on les reçoit et on leur demande de choisir une filière. Ça a le mérite de scolariser les enfants, mais ça pose le problème d'une orientation qui soit désirée et d'une réussite à la fin pour ces enfants-là. Dans certains cas, aucune solution n'est trouvée. C'est ce que nous, au SEUNSA, nous dénonçons, c'est qu'il n'y a pas de solution pour les élèves qui ont plus de 16 ans et qui se retrouvent à la marge, qui se retrouvent de facto exclus du système éducatif. Et là, on se pose la question pour ces enfants, que va-t-on faire d'eux, puisqu'on a une obligation de suivi pendant une année pour ces élèves. Selon les syndicats, ce problème est récurrent et s'aggrave un peu plus chaque année. La solution, c'est de construire des établissements scolaires pour accueillir les élèves dignement. Il n'est pas possible aujourd'hui de laisser des familles dans l'expectative et de les laisser en déshérence en leur disant revenez aujourd'hui, revenez demain, revenez après-demain, on va vous trouver une solution. La grosse difficulté que l'on rencontre, c'est pour les familles qui sont très isolées, qui doivent prendre les transports en commun, qui doivent venir très souvent à pied, elles n'ont pas de solution pour leur enfant et elles baissent les bras. Donc on se retrouve en septembre avec des personnes qui n'ont aucune solution parce que les familles ne connaissent pas le système et les rouages du système. Pour le moment, la rentrée de ces élèves semble compromise. Une rencontre entre les syndicats et le rectorat est prévue dans les prochains jours. Et les résultats du bac 2017 ont été publiés cet après-midi, un jour plus tôt que la date annoncée. Était-ce un bon cru? Le recteur Camille Galap commentera ces résultats lors d'une conférence de presse demain. Et depuis quelques temps, c'est la pagaille à l'aéroport Orly, d'où partent et arrivent les vols à destination des Antilles. La période des grandes vacances risque d'accentuer le phénomène si rien n'est fait. On regarde le reportage d'Éric Dupuis d'ATV Paris. L'heure du départ en vacances a sonné pour la famille de Marie-France. Ils n'ont qu'une hâte, monter à bord du vol de 14h40, destination Pointe-à-Pitre. Les Mornaliens sont conscients du renforcement de la sécurité à Orly-Sud, mais ne sont pas très inquiets. Nous sommes très contents. On va retrouver la famille, les papas, les mamans qui nous attendent là-bas. Et voilà, on va profiter de la mer, du soleil. On a bien lu en arrivant que Vigipirate était renforcé. Donc, bon, bah, voilà, c'est le jeu. Hein. On n'a pas le choix, on va subir. Un peu plus loin, ce n'est pas la même ambiance. Mireille et sa mère David sont arrivés 4 heures en avance pour prévoir d'éventuelles files d'attente. Ces derniers jours, les passagers ont attendu parfois près de 2 heures pour passer la douane. Les deux Foyalaises savent ce qui les attend. Ça fait 4 heures qu'on est arrivé, on fait encore la queue. Et ensuite, au niveau du contrôle, elle fera encore la queue 2 heures, voire plus. C'est vraiment un gros bordel. Surtout période juillet-août, ils savent qu'il y a des congés bonifiés, donc forcément c'est pire. Donc ouais, au niveau de l'organisation, là, c'est pas top. Plan Vigipirate, ok, mais faut penser aux passagers. Et ce problème d'engorgement au niveau des contrôles de sécurité n'agace pas que les usagers. La compagnie aérienne Air Caraïbes a fait connaître son mécontentement au ministre de l'Intérieur face à une situation qu'il ne maîtrise pas. La plupart des vols au départ d'Orly sont en retard. Nous faisons face bien sûr à une pointe d'activité, ce qui est normal, à une saturation des installations, ce qui en soi n'est pas choquant, mais en plus nous sommes freinés par ces problèmes d'inspection filtrage qui touchent à la fois tous les passagers, les touristes, mais aussi les populations qui vont vers les dom-toms. On ne peut pas faire face à un tel blocage. Ils espèrent avoir une réponse du gouvernement dans les prochains jours. En attendant, les voyageurs vont pouvoir partir en vacances. Pour Marie-France et sa famille, l'épisode d'Orly sera très vite oublié dès leur arrivée sur le sol des Antilles. Un reportage de Solène Boissé et d'Éric Dupuis. Et ceux que l'on surnomme justement affectueusement les juilletistes sont arrivés sur nos plages et aux abords de nos rivières. Ces vacances au pays marquent pour certains la réalisation d'un rêve caressé pendant plusieurs années. Et ils entendent bien en profiter. Le bonheur des juilletistes raconté par Linda Kayarsi. Et moi, j'ai même pas pensé que c'était ces enfants. Hein. Ah ouais. Ça va, Naïm, tu t'amuses bien?
Retour au pays pour Véronique et Fabrice. On vient de Lille, la région à côté de la frontière belge. Et du coup, ça fait 2 ans. Non, 3 ans qu'on n'est pas venu en Guadeloupe. Et là, c'est l'occasion d'aller. En janvier, on a décidé de prendre nos billets et de venir cet été. Pour ces vacances, tout un programme en famille. On est de Sainte-Anne et la belle-mère elle est des Abîmes. Donc c'est vrai que ça fait un peu de route, mais bon, on s'habitue. On vient voir la belle-mère qui est toujours aussi fraîche. Oui. Donc, voilà. Ah, bien sûr. Et moi, je les attends toujours. Quand est-ce que vous venez? Quand est-ce que vous venez? Avec des beaux petits plats. Aïe, aïe, aïe. Pendant un mois, ils mettront de côté leur quotidien de militaires et d'agents cadres. La Guadeloupe, c'est un vrai point de paradis. Il n'y a pas de souci pour ça. Ça, on peut le dire. Les gens ils sont très chaleureux. Il y a la joie de vivre. Voilà. Et il y a des choses à faire. Ce matin, on a même fait un footing. C'est pour vous dire qu'on essaie quand même de s'entretenir aussi. Voilà, tout en étant en vacances, on s'entretient physiquement. Voilà. Le retour aux sources, un bonheur qui n'a pas de prix. Bah, que c'est bien, que j'aime bien aller à la plage, qu'il fait chaud. Et on peut se mettre en tenue décontractée, hein. C'est pas comme en métropole. Hein. Là, on a le parrain de mon fils qui arrive cette semaine. C'est un Italien, donc on va lui faire découvrir la Guadeloupe. Voilà. Et du coup, on a prévu on a pris des prospectus à l'aéroport et on va lui faire aller à la rivière, la plage, la soufrière. Demain, nouvelle sortie en famille, histoire de profiter sans modération de ces vacances bien méritées. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. La ville de Sainte-Rose informe les habitants de la section cadette que suite au problème de distribution d'eau, une réunion publique se tiendra demain, 5 juillet, à 19h, à l'école de Morne-Zizi. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Destréland de Bémao, aux portes 4 et 5 de 13h à 17h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans quelques minutes pour le rappel des titres.